Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur Nyon Région Télévision. C'est une émission spéciale sport que nous allons vous proposer. On va passer en revue les principaux thèmes d'actualité des équipes de la région. Alors, ce ne sera pas forcément exhaustif. On aura évidemment l'occasion de parler de plein d'autres sports lors de nos prochaines éditions. Et on ouvre tout d'abord une large page football avec 4 invités autour de la table. Christian Baillif, le vice-président du Lausanne Sport. Bienvenue à vous. Stéphane Guay, directeur sportif du Stade Nyonnais. Et puis également Rosario Gargantini, le président du FC Genolier-Beugnin est avec nous, tout comme Christophe Ayer, membre du comité du FC Gland. Bienvenue à vous tous. Allez, on commence par le plus grand, on va dire, hein, celui dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Christian Baillif, match nul contre Chiasso du LS dimanche à la Pontaise. Alors la promotion en Super League, elle est juste retardée de quelques jours? J'espère que la promotion est retardée de quelques jours. En effet, qu'on aille faire les points qu'il nous faut lors de notre prochain match à Haro. Il faudra effectivement patienter jusqu'à lundi, à moins qu'il y ait un faux pas de ville d'ici là. Mais les joueurs, ils ont retenu la leçon de ce match contre Chiasso? Non, je pense que les joueurs ont retenu la leçon. Pour eux, c'était un match quand même particulier parce que tout le monde voulait la fête à la Pontaise. C'était un peu organisé, mais la prestation sur le terrain n'a pas été celle qu'on pouvait espérer pour être promu. Alors, il y a eu un large soutien populaire au match. On l'a vu, près de 6000 spectateurs à la Pontaise. Vous aviez eu votre repas de gala le vendredi, plus de 1100 personnes. Vous le ressentez, ça? Il y a un net regain du soutien populaire de l'ensemble du canton pour le LS? Je dirais un net regain. Il y a un très bon regain, mais je crois que c'est surtout lié à l'approche puis à la philosophie qu'on essaye de mettre en place avec une structure locale entourée d'anciens joueurs qui ont œuvré au Lausanne Sport. Mais un net regain, je dirais, ça vient. Messieurs, autour de la table, évidemment, dans le canton, on ne peut que se réjouir des résultats du LS, de ce retour dans l'élite du Lausanne Sport. Avec vous, monsieur Gargantini. Bon, c'est clair, quand on a un club phare donc de la région, surtout donc, Lausanne Sport qui revient, qui peut monter donc, dans la catégorie supérieure, c'est clair que pour les jeunes de la région, c'est quand même un point, c'est quand même quelque chose. On voit très bien donc, que ce soit à Genève pour Servette, que ce soit dans le canton de Vaud pour Lausanne, c'est quand même une référence. Christophe Ayer, à Gland, on est derrière le LS, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Je crois que, comme disait M. Gargantini, voilà, le LS, c'est quand même l'équipe de chez nous. Et puis pour les jeunes, c'est aussi un point d'orgue. C'est de la motivation aussi pour eux de suivre cette équipe, quoi. Christian Baillif, quand on parle de promotion en Super League, on évoque évidemment la question du budget, parce qu'il faudra l'augmenter. On parle d'un budget qui passerait de 5 millions environ à 7 à 8 millions de francs. On a évoqué le soutien populaire, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi le soutien des sponsors, notamment. Tout à fait, mais on a eu une séance de comité ce matin pour commencer à préparer les différents entretiens avec les sponsors actuels et les futurs sponsors. Mais c'est le nerf de la guerre. C'est là où on va avoir le plus de discussions et de problèmes pour arriver à essayer de boucler ce budget. Vous-même, vous êtes sponsor, vous êtes non seulement vice-président du club, mais également sponsor à la tête de l'entreprise Berthollet Matisse. Est-ce que votre entreprise va suivre le mouvement, justement? J'ai presque envie de dire qu'il faudrait donner l'exemple, en l'occurrence. Non, on a déjà été sponsor en Super League lors des saisons précédentes. Donc, comme je l'ai déjà annoncé au président puis aux journalistes vendredi, on va être dans les mêmes eaux qu'on a eu en 2011, 12, 13, 14. Mais c'est clair qu'en fait, l'économie de la construction, puisque Berthollet Matisse est une entreprise de construction de Lausanne, l'économie de la construction est pénible. Pourtant, ça construit partout. Ça construit partout, mais les prix diminuent, les marges diminuent. Donc, c'est clair qu'en ce qui nous concerne, on va suivre en fait l'approche qu'on avait eue lors de nos dernières saisons. Et l'ordre de grandeur, c'était entre 30 et 40% de plus qu'on mettait cette année. Bon, pas de promotion à Lausanne pour le moment, lors de ce match de dimanche. Vous, Stéphane Guay, vous avez vécu une promotion dimanche après-midi.
mais pas celle du Stade Lyonnais, en l'occurrence, celle de Servette, qui était votre adversaire. De manière globale, si on se réjouit des résultats du LS, effectivement, pour le canton, Servette qui retrouve la Challenge League, c'est aussi une bonne chose quand on est justement entre les deux villes. Oui, bah, c'est clair. Nous, on est très heureux que Lausanne remonte parce qu'on travaille étroitement avec eux. On apprécie beaucoup le travail qui est fait au niveau des juniors, donc bravo. Et ça, c'est vraiment important. Servette aussi. Maintenant, bien sûr, on aurait bien voulu les battre et qu'ils ne fassent pas leur promotion chez nous. Maintenant, bien sûr, on ne discute pas sur la suprématie de leur jeu, c'est des professionnels. Voilà, maintenant, nous, on a fait ce qu'on pouvait. Mais bien sûr, c'est aussi important qu'ils remontent. Allez, je vous propose de revenir sur ce match, justement, puisque Maria Pineiro était présente à Colevray. Voici son reportage. Alors, c'est quoi votre pronostic? Vous pensez que Nyon va gagner combien? 3-1. Moi, je dis 1-0 pour Nyon. Un match n'est jamais joué d'avance. Hein. Comme disait un éminent, comment c'était, philosophe norvégien, le ballon est rond pour les deux équipes. Hein. Dimanche, les supporters du Stade Lyonnais y croyaient fort. Leur équipe pouvait battre le leader du championnat, le FC Servette. Et à la 14e minute, les jaunes et noirs leur donnaient raison. 1-0 pour les Vaudois. On n'a pas fait une très bonne entame de match, on a marqué un peu contre le cours du jeu. Et puis après, justement, je pense qu'on a été supérieur dans l'organisation, on les a empêchés de jouer. Alors ils avaient la balle, mais sans forcément trouver des solutions. Les Lyonnais d'ailleurs ont failli doubler la mise en début de deuxième mi-temps. On a une très bonne période début de deuxième mi-temps, on peut marquer. Et là, on ne tue pas le match sur un face-à-face. Quand on menait 1-0, il y a eu une action là où le numéro 7, il avait un caviar là, sur le terrain. Et puis à 2-0, peut-être probablement qu'on aurait gagné le match, quoi. Malgré la supériorité des Genevois sur le terrain, le score restait à l'avantage de Nyon. De quoi donner des sueurs froides aux Servettiens qui jouaient leur promotion en Challenge League. On avait le monopole du ballon la plupart du temps, mais il faut rendre hommage à Nyon qui a fait un grand match défensif et qui a joué sa carte à fond. De notre côté, on est resté solidaire, même si ça ne tournait pas dans notre sens. Les supporters étaient chauds, surtout ceux venus du bout du lac. Ils voulaient voir leur équipe gagner. Servette, ils sont premiers du classement, ils ont vraiment de bons joueurs. Et je pense qu'ils vont plutôt bien gérer. La domination du Servette s'est confirmée durant la deuxième mi-temps. 1 puis 2 goals et une pression continue. Au terme du match, le score s'est fixé à 2-1 pour les Genevois. Tout le monde s'est donné à fond, tout le monde a donné le maximum. Après, voilà, malheureusement, on a eu les occasions de doubler le score. On ne l'a pas fait. Et puis après, quand des équipes comme ça se paye à la fin, malheureusement. Il y avait des possibilités, il y avait la possibilité de gagner. Et allez, on prend 2 buts un peu bêtes. On aurait pu les prendre autrement, mais on prend 2 buts sur un autogol et un cafouillage. Assez déçus, les joueurs sont très déçus. Parce qu'on n'est pas passé loin on peut dire de créer le petit exploit. Suite à sa victoire, Servette est assuré de remonter en Challenge League la saison prochaine. Le Congrenat était donc à la fête dimanche. On est très très heureux, on remercie nos supporters qui ont été extraordinaires aujourd'hui. Du côté jaune et noir, on veut surtout retenir la belle performance de l'équipe. Mais ils ont bien joué. Vous n'êtes pas trop déçus? Pas du tout. Pas du tout. Bien sûr qu'on aurait un match nul, aurait bien été. Mais ils ont bien joué. Je suis confiant pour les prochains matchs. Vous y croyez? Mais bien sûr qu'on y croit. Toujours. Prochain match pour la première équipe du Stade Lyonnais, le 8 mai contre les Old Boys à Bâle pour la suite du championnat. J'ai confiance dans l'équipe, tout le monde travaille, tout le monde se donne, il y a un bon esprit dans cette équipe, une équipe jeune. Donc non, on va s'en sortir, mais voilà, il va falloir batailler jusqu'à la fin. Le Stade Lyonnais battu donc par Servette, mais pour vous, Stéphane Guillet, l'objectif du maintien, parce que c'était quand même un peu tendu ce printemps, il est quasiment atteint. Oui, bon, c'est vrai, on était sur 5 matchs sans défaite. Maintenant, il reste 4 matchs. Les équipes en haut ne jouent pas trop le jeu. C'est vrai que Cham a refusé la montée. Ils vont perdre contre l'avant-dernier à Zurich. C'est un petit peu dommage. Maintenant, c'est sûr que ça va un peu fausser le championnat. Mais bon, à nous de faire les points. Voilà, on a notre destin entre nos mains. Il faut gagner au moins un match sur 4. Si on n'arrive pas à gagner ces matchs, on n'a rien à faire dans cette ligue. Est-ce que vous vous projetez déjà quand même sur la saison prochaine? Vous l'avez un peu anticipé d'un point de vue sportif avec des objectifs qui doivent être, j'ai envie de dire, revus à la hausse parce qu'on ne va pas continuellement se battre juste pour se maintenir dans cette Promotion League. Bien sûr. Ben là, on est en train déjà de préparer la saison prochaine.
Bien sûr, il faut faire encore venir des renforts. Bien sûr que les gens nous demandent un petit peu d'avoir des jeunes de la région qui jouent. Pour l'instant, c'est clair qu'il y a un manque de niveau, mais ça va venir. On essaie de travailler maintenant sur la relève. Mais bien sûr, il faut qu'on fasse venir 4-5 cadres pour essayer d'être dans les 4 premiers l'année prochaine, on va dire. Voilà. Mais nous aussi, on se bat avec les budgets. C'est pas facile. Il faut trouver les sponsors. Malgré tout, on a des sponsors à Nyon qui nous suivent bien, vraiment. Cette année, ça a été vraiment bien. Et l'année prochaine, encore mieux. Donc, on est très confiants, oui, bien sûr. Bah, les jeunes de la région, ils sont peut-être du côté de Genolier, du côté de Gland. On arrive justement à aller, pas leur piquer des joueurs, parce que ce n'est pas le terme qu'on aimerait utiliser, mais est-ce qu'on arrive justement à faire venir des joueurs, à faire progresser des joueurs issus de la région? C'est ce qu'on aimerait. Il y aura des discussions qu'on va essayer de lancer avec tous les clubs de la région. Bien sûr, nous, on aimerait bien que ce soit des jeunes de la région qui jouent. Aujourd'hui, il ne faut pas non plus leur prendre leurs meilleurs joueurs pour qu'ils soient dans des mauvaises conditions. Voilà. Après, il faut qu'il y ait une entente, il faut qu'il y ait un travail et qu'il se fasse jusqu'à Lausanne, parce qu'on aura besoin de Lausanne. Et Lausanne a aussi besoin des viviers de toutes les régions. Mais ça, bien sûr, ça c'est une tâche que je me suis mise en priorité pour le début de l'année prochaine. Ouais, toute cette collaboration qui se fait au niveau des différents clubs, notamment des jeunes. Bah, ce sera notamment le thème du débat. On vous retrouvera tout à l'heure pour en parler. On va s'intéresser à l'actualité de Genolier-Beugnin. Avec vous, tout d'abord, Rosario Gargantini, parce que ce soir, il y a un match très important pour l'équipe. Demi-finale de Coupe Vaudoise. Oui. Alors, c'est contre une équipe Saint-Léger, 3e ligue. Bon, sur le papier, on part favori, c'est clair, mais c'est un match de coupe, sans oublier que Saint-Léger, ils ont quand même éliminé 3 équipes de 2e ligue. Et c'est un match sec, disons, c'est un match au bout de 90 minutes ou quelques minutes de plus, il faut qu'il y ait un gagnant, il faut qu'il y ait un perdant, et puis voilà. Bon, c'est clair, on espère que ce soit le Genolier-Beugnin qui continue. L'année passée, on s'est arrêté en quart de finale sur un épisode. Là, après 2 minutes, donc on a joué à 10, ma foi, c'est le football. Et puis ce soir, on verra, quoi. Alors, dans l'autre demi-finale, le Luc s'est déjà imposé contre Aigle, 5-2. La finale, elle aura lieu le dimanche 15 mai du côté de Cossonay. Participer à une finale de Coupe Vaudoise, c'est un événement pour un club. Oui, tout à fait. C'est un événement, disons. Qu'on participe à la finale donc, de la Coupe Vaudoise, que le gagnant participe au premier tour de la Coupe Suisse. C'est un rêve de tous les petits clubs, entre guillemets, comme nous, que de voir une grosse équipe. Pourquoi pas Lausanne, pourquoi pas Servette, venir au Gravière, à Genolier, faire un match, ce serait plus qu'extraordinaire. Voilà. Effectivement, puisque celui qui gagne la Coupe Vaudoise entre dans le tableau principal de la Coupe Suisse. Et c'est la perspective, effectivement, d'organiser un très joli match à domicile. En championnat, vous êtes en tête de votre groupe, même si vous avez perdu ce week-end à Morges. L'objectif, à terme, c'est évidemment de rejoindre la 2e Ligue Inter. Alors, l'objectif, proprement dit, je vous dis, le comité n'a pas fixé d'objectif pour l'équipe. C'est l'équipe même qui font l'objectif, match après match. On prend le match après match et puis c'est comme on dit, l'appétit vient en mangeant. On est premier avec un match de plus par rapport à le Luc d'Origny et à Morges. Ils ont 2 matchs en retard. On est sur une bonne lancée, sans oublier, donc, pour revenir à ce qu'ils disaient donc, mes collègues là, concernant les jeunes, dans notre contingent de première équipe, sur 23 joueurs, il y en a 19 qui sortent de nos mouvements juniors. Ça, c'est quelque chose qu'il faut relever, c'est quelque chose... Et puis, ils ont un plaisir immense, on voit l'ambiance qu'il y a dans nos différentes équipes, c'est vraiment formidable. Voilà. Christian Baillif, est-ce qu'on a le temps, parce que j'imagine qu'effectivement, entre vos activités professionnelles et ce que vous demande également le Lausanne Sport, est-ce qu'on a le temps justement d'un peu voir ce qui se passe dans les ligues inférieures et d'aller repérer peut-être des joueurs? C'est peut-être pas votre rôle directement, mais j'imagine que vous êtes au courant. C'est pas mon rôle, mais on a quand même certaines personnes au niveau de la structure, de Team Vaud,
qui se déplacent et qui vont voir certains matchs. Maintenant, est-ce qu'il y aura quelqu'un ce soir ou pas à ce match de demi-finale, je peux pas vous dire. Mais en effet, parce qu'on est intéressé à tous les niveaux. Et puis le FC Gland, qui est également en deuxième ligue, avec vous, Christophe Ayer, on en parle. Il n'y a pas d'équipe justement de la côte en deuxième ligue inter. Alors peut-être Genolier-Beugnin, peut-être un jour le FC Gland. Il y a de la place pour une équipe de la côte dans cette ligue. Oui, je pense qu'il y a de la place. Après, c'est sûr que les objectifs du FC Gland aujourd'hui, c'est pas forcément cet objectif-là. Je crois que nous, on a maintenant 2 équipes qui sont en 4e ligue, donc c'est tâcher d'en faire monter une en 3e et d'avoir 2e, 3e et 4e ligue. Et puis après, le gros objectif du club aujourd'hui, avec tous les juniors qu'on a, c'est vraiment de former la base, d'avoir quelque chose de solide pour pouvoir alimenter nos équipes en élite. Et puis après, on verra. Mais je crois qu'il faut y aller piano et puis faire les choses les unes après les autres. Le discours, finalement, il est un peu le même dans toutes les équipes. Ouais. C'est effectivement essayer de former des jeunes. Mais ça a un coût, évidemment. On l'imagine, c'est pas gratuit. Comment est-ce qu'on arrive justement à convaincre aussi des sponsors de soutenir les différents mouvements juniors? Et là, vous êtes tous concernés par cette problématique. Bon, je pense qu'il y a quand même un intérêt de la part des sponsors de travailler avec les jeunes aujourd'hui, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et puis je crois qu'un club de foot, il a pas de juniors, enfin, c'est un peu compliqué. C'est quand même la relève des équipes qui sont plus hauts. Bien sûr, le marché n'est pas facile non plus. Je veux dire, ils sont aussi demandés de toutes parts. Donc, à nous de trouver les bons arguments pour qu'ils mettent l'argent chez nous, quoi, plutôt qu'ailleurs. Mais c'est pas évident. Mais on parle de collaboration, mais est-ce que finalement vous collaborez ou il y a aussi un peu de concurrence finalement? Parce que voilà, on a tous envie d'attirer chez soi les meilleurs jeunes, qui soient de la région, la proximité qu'il peut y avoir entre Gland, Genolier et le Stade Lyonnais, par exemple, fait que vous entrez quand même dans une sorte de concurrence. Bien sûr, c'est inévitable maintenant. Gland a des structures qui sont magnifiques, il faut dire. Ils font un travail remarquable avec leurs juniors, Genolier aussi. C'est vraiment des exemples. Maintenant, nous, on a aussi tout à faire. Donc, si les jeunes peuvent aller bien se sentir chez eux, on sera très content pour eux. Maintenant, bien sûr, plus ils vont monter, plus il y a l'aspect où il peut un jour jouer en première ligue promotion, pas en deuxième ligue. Voilà, c'est ça qui fait la différence. À Lausanne, il pourra peut-être une fois aller en Super League ou avec les M21. C'est là après où il faut qu'il y ait une bonne entente entre les clubs et qu'on comprenne bien ça. Ceux qui régressent chez nous, il faut qu'ils aillent dans des clubs comme Gland et Genolier, vraiment pour qu'ils arrivent à trouver une place. Parce qu'on ne peut pas mettre 100 joueurs dans une équipe. Donc voilà, mais par contre, ils font un travail remarquable. Moi, je vais souvent voir leurs matchs. C'est magnifique à Gland, et à Genolier. Ouais. À Gland, on en a parlé dans une des dernières éditions de l'Info. Ça parle beaucoup aussi en coulisses politiques, on va dire, parce qu'il y a un joli projet pour vous au niveau des infrastructures. Oui, tout à fait. Il y a un joli projet là, pour mettre un terrain supplémentaire synthétique donc, chez nous à Ambord, plus 2 vestiaires supplémentaires également, refaire un coup de neuf aussi au complexe buvette, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le club, le FC Gland, c'est 700 membres, c'est plus de 550 juniors. Donc il y a du monde et puis ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. On est aussi dans une année où il y a l'Euro. Donc il y a des vocations qui vont arriver. Donc il faut que ces jeunes, on puisse les accueillir dans des conditions optimales. Et c'est bien maintenant. On verra ce que vont décider les politiques, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin. Ce n'est pas du surplus ou quoi que ce soit. On a vraiment besoin de ces structures pour travailler correctement avec nos jeunes. Bon, Christophe Ayer, on va vous libérer parce que vous êtes attendu au repas de soutien qui a lieu ce jour pour Gland. C'est évidemment un moment important pour tous les clubs, quels qu'ils soient, y compris pour ceux de l'élite, pour le Lausanne Sport. Un repas de soutien, c'est l'occasion déjà de remercier les gens, mais surtout quand même de récolter un peu d'argent. De récolter un peu d'argent, de voir aussi le soutien justement qu'on a de toutes ces entreprises de la région chez nous. Aujourd'hui, on est 330 personnes donc au repas. C'est magnifique et puis ça va être une journée exceptionnelle de fête et je crois que on en a besoin, c'est sûr.
Plein succès pour le repas de soutien. Merci. Bonne chance pour cette demi-finale de coupe. Hein. On espère retrouver Genelli Beugnin au rendez-vous de la finale qui aura prochainement lieu donc, du côté de Cossonay. Et puis, on va continuer à parler. Tout à l'heure, dans le débat, on vous retrouvera, messieurs Gué et Baïf, pour évoquer effectivement les collaboration, voire même carrément fusion de clubs à l'échelon régional. Merci beaucoup à vous d'être venus parler football sur ce plateau. Et puis tout roule pour le Rugby Club Nyon qui est allé s'imposer chez le leader sur le score très net et sans appel de 21-0. Alors c'est un manager heureux évidemment qu'on va retrouver plus que Florian Cavalieri et notamment avec Philippe Karst. Et on se retrouve dans les vestiaires du Nyon Rugby Club avec Philippe Karst, match des managers, c'est la nounou du club, et Cyril Lin qui est aussi un des éléments centraux du Nyon Rugby Club et qui a été le capitaine du 15 à l'Edelweiss. Un 15 à l'Edelweiss qui affiche le sourire. Pourquoi ? Parce qu'ils arrivent dans les 18 meilleurs clubs européens, 18 meilleures équipes nationales européennes. Cyril Lin, revenons un peu sur ce match en Croatie. Expliquez-nous ce qui s'est passé. C'était notre finale. On savait que si on gagnait avec le bonus offensif, on finirait premier et on accéderait à la division supérieure. Donc c'est une histoire qu'on a commencé il y a quelques années maintenant et on s'était promis d'arriver jusqu'au bout et puis on l'a fait. Et c'est génial pour le rugby, et notamment pour le rugby suisse. Et puis en plus, c'est génial pour Nyon, parce qu'on vous avait reçu sur notre plateau, vous étiez le capitaine de ce fameux match. Qu'est-ce que ça fait de tirer son équipe pour une ascension telle que celle que vous avez vécue ? C'est une grande fierté d'être à la tête de cette équipe. Après, je veux dire, voilà, c'est un collectif, on est une bonne bande de copains, parce que c'est toujours ce qu'on dit et c'est vrai. On a créé toute cette histoire ensemble, et puis après, voilà, c'est quand même une très grande fierté d'être le capitaine de cette équipe-là. Et puis qu'est-ce que ça amène pour le rugby suisse d'arriver dans cette nouvelle division? Donc c'est la 2B, si je m'abuse, ou 1B, expliquez-moi. Il l'appelle maintenant le groupe C, c'est-à-dire qu'il y a le groupe A, c'est le tournoi Destination. Il y a le groupe B, après officiellement, qui est avec la deuxième division, avec la Géorgie, la Roumanie. Et puis il y a le groupe C maintenant, et donc ils ont changé de nom. Ça va amener une autre vision du rugby suisse, parce qu'on va rencontrer des équipes telles que le Portugal, la Pologne, qui sont à ce niveau, voire au-dessus depuis quelques années. Et puis ça sera des matchs encore d'autres niveaux, donc j'espère que maintenant il y aura un peu plus de lumière aussi autour de ce rugby suisse, parce qu'il le mérite. Il y a beaucoup de jeunes qui vont arriver en espérant qu'on puisse grandir, et pourquoi pas un jour arriver peut-être au niveau de la Géorgie, de la Roumanie, de l'Espagne, une division supérieure encore, mais bon, on va y aller tout doucement. Ouais, ça ce serait le rêve. Philippe Karst, est-ce que vous avez senti cet appel? Est-ce que vous avez senti des jeunes qui viennent s'inscrire au club en voyant les résultats de l'équipe nationale, voire du Nyon Rugby Club? On a eu beaucoup de demandes. Bon, il y a eu l'effet Coupe du Monde aussi qui a beaucoup aidé, comme chaque Coupe du Monde. Et les résultats, effectivement, la couverture médiatique de l'équipe suisse a permis d'avoir beaucoup d'intérêt, notamment de jeunes, ce qui nous fait beaucoup plaisir au sein du Nyon Rugby Club. Après, il va falloir gérer un peu cet afflux de personnes, mais on va y arriver. Allez, on revient sur le Nyon Rugby Club et ses résultats. Alors, le Nyon Rugby Club, en ce moment, on peut le dire au sens propre, éclate tous ses adversaires. Et le dernier match, c'était contre Geplo, 21-0. Une excellente victoire qui vous a permis de prendre la tête du classement. Oui, prendre la tête momentanément, parce que Genève-Plan-les-Ouates a 2 matchs encore à jouer, nous plus qu'un. Ils ont un match de plus que nous. On peut la garder s'il faut un faux pas dans un de ces 2 matchs et nous on gagne contre le Luxe, ce qui est encore pas évident. Avec Dessy on arrive à faire pas grand chose non plus. C'est bien parti, mais le plus dur reste à faire. Pour l'instant on n'a encore rien fait, quoi. Cyril, c'est un match assez difficile, une grosse confrontation, un match stoppé suite à un début de bagarre générale. Vous avez été un des artisans aussi de cette victoire. Sur le tapis vert, j'allais dire. Non, sur le terrain, comment on vit un affrontement comme ça entre 2 clubs qu'on peut dire rivaux? Nous, on n'avait aucune pression particulière. Je veux dire, on est qualifié pour les demi-finales, on le savait. La première place reste anecdotique parce qu'ils ont ce match en retard, donc on n'a pas le destin entre nos mains. Après, voilà, on voulait se tester face à la meilleure équipe parce qu'ils sont venus nous battre chez nous. Donc, il y a un petit sentiment de revanche. Après, Artisan, non, c'est un collectif. On a gagné le match à 23, à 22 parce que tout de même les remplaçants sont rentrés, se sont mis au diapason. Et c'est le plus important. Aujourd'hui, on est un groupe, il y a des gens qui ne sont pas encore dans la feuille de match le week-end, ça va arriver, donc c'est très bien, il y a de la concurrence. Et il faut, de toute façon, si on veut aller au bout, il faut gagner tout le monde, et c'est un collectif, et c'est pas tout seul, quoi. Donc j'espère que ça va apporter pour la suite.
Ah, quel modeste, hein. Vraiment, le rugby, c'est un sport de gentilhomme joué par des pirates. Et justement, les pirates, peut-être enfin ce titre de champion de LNA qui vous échappe depuis tant d'années. Il faut rappeler qu'au classement, tous vos gros rivaux ont bu la tasse, on peut le dire comme ça, presque. Un classement qui est très modifié par rapport aux autres années. Et qui n'est pas fini parce qu'il va y avoir encore, je pense, des surprises, notamment Hermance qui n'a pas dit, je pense, son dernier mot. Ils ne vont pas se laisser faire comme ça. Nous, ce qu'on est sûr, c'est de jouer les demi-finales de LNA à la maison. Ça, c'est déjà un bon point. Puis après, il va falloir continuer parce que, comme je disais tout à l'heure, rien n'est fait pour l'instant. Garder la pression, puis notamment, Geplo, vous l'avez eu le week-end passé, mais là, vous le retrouvez en demi-finale de Coupe Suisse. Oui, dimanche à 8 à 15h à Colovray, demi-finale de Coupe Suisse, encore Geplo. Une histoire qui se répète. On va voir comment ça va se passer cette fois. Je pense un peu meilleur. On est un peu moins excité sur le banc ici que peut-être à Genève avec le vent. Et puis on espère au moins atterrir en finale de Coupe Suisse. Déjà, ce sera déjà ça de fait. Bah oui, et puis peut-être les deux titres à la fin. Cyril Lin, on connaît le sens de la formule de John Enteridge. Qu'est-ce qu'il vous a dit pour préparer ce match de Geplo? Comment vous allez l'aborder? Le match qui arrive, je sais pas, on verra ce soir ce qu'il va dire. On va voir comment. Il faut surtout pas se prendre la tête. C'est pas parce qu'on a gagné chez eux que déjà le match ce week-end va être plus facile. Bien au contraire, je pense que ce sera encore plus compliqué parce que je pense qu'ils n'ont pas apprécié qu'on gagne chez eux et surtout avec un score funny pour eux. Et voilà, il faut pas se prendre la tête. Il faut y aller sereinement, faire le rugby qu'on sait faire et s'adapter en fonction des conditions et de l'adversaire. Et puis je pense que moi, j'y crois personnellement. Je pense que beaucoup de monde y croit. Voilà, on a la demi-finale qui est acquise, donc maintenant il faut qu'on prépare et chaque match, ça sera une préparation. La seule chose qu'on espère aujourd'hui, c'est peut-être que les footeux nous prennent leur stade pour la demi-finale. Ça pourrait, je pense, être super joli pour nous et rendre un petit peu au public qui vient nous voir aussi d'avoir un stade avec une tribune. Ça fait ambiance phase finale, ça fait quand même beaucoup plus joli aussi. Ouais, le message est passé, hein, Philippe. Il n'y a pas trop de monde à l'infirmerie? Pour l'instant, non. On touche du bois, sauf erreur. On en a deux ou trois. Elle se vide. Et elle se vide, il récupère gentiment. Donc on est assez content. Il va y avoir du choix, comme disait Cyril. Enfin, ça, c'est John et Patrice qui vont les faire. Donc tout se présente assez bien. Maintenant, il faut faire. Il ne reste plus qu'à faire. On est toujours dans ce fameux vestiaire des Pirates. Oh, avec une surprise, oh là là, on l'a vu, le petit oiseau d'Union Rugby Club. Bien sûr, présentez-nous cet avant. C'est Kevin Refast. Ouais. Voilà, Kevin Refast. Qui est à l'infirmerie, lui, par contre. Il se prépare tôt. Les prochaines échéances, c'est donc ce week-end, demi-finale de Coupe Suisse. Messieurs, on vous laisse à votre préparation et on espère effectivement... les gens peuvent venir avant, hein, parce que dès 13h, il va y avoir des repas organisés au centre de Colovray. Donc s'ils veulent profiter de la fête, dès 13h, ça commence au stade de Colovray dimanche 8. Voilà, une grande fête du rugby, dimanche 8, dès 13h à Colovray. Et on espère que ces demi-finales vont bien se dérouler sur ce magnifique terrain central à Colovray. En tout cas, le message est passé. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci. Et on ouvre maintenant une page hockey sur glace avec cette fusion annoncée la semaine dernière. Forward Morges et Star Lausanne se sont unis pour le meilleur. C'est évidemment ce qu'on vous souhaite, Laurent Perroton. Bienvenue. Vous êtes l'entraîneur de cette nouvelle entité, le Star Forward, hein, puisque c'est ainsi qu'il faut l'appeler. Tout d'abord, comment est né ce projet ? C'est une connaissance en fait avec le comité du Star Lausanne. C'est-à-dire que le président Dominique Zuffray m'a accueilli en Suisse quand je suis arrivé en 2003. Et à ce moment-là, je l'ai rencontré parce qu'on avait des problèmes de glace au niveau de notre mouvement junior avec une grosse progression. Il nous fallait de la glace. Et puis on était en train de vivoter un petit peu les deux équipes. Donc on a parlé un peu de ce fusion et ça a démarré comme ça. Comment vous allez réussir à concilier, je dirais, l'arrivée de ces deux équipes? Parce que deux équipes qui n'en font plus qu'une, justement, il va falloir faire des choix au niveau des joueurs. Oui, il va falloir faire des choix. C'est clair qu'on est parti sur un profil de joueurs de 20 à 23 ans, avec surtout une mentalité de travail et une mentalité aussi qui est adéquate pour un sport collectif. Après, on a environ
5 à 6 joueurs de Star Lausanne, 5 à 6 joueurs de Morges qui rentrent dans ce profil-là. On a pris aussi des jeunes talentueux sur le bassin lémanique à Genève. Et puis le tout va être complété par quelques joueurs extérieurs pour avoir une équipe compétitive pour essayer d'aller chercher cette promotion en Swiss Radio League. Oui, ça c'est l'objectif. Hein. C'est la nouveauté qui va être introduite. Alors pas la saison qui arrive là maintenant, celle d'après. Celle d'après, oui. Une ligue intermédiaire à l'image de ce qui se fait en première ligue promotion en football. Exactement. On va créer une ligue supplémentaire, un niveau supplémentaire. Oui, moi je dirais plus c'est à l'image du hockey nordique, ce qui se fait en Suède, en Finlande, avec une ligue avec beaucoup de joueurs de 20 à 23 ans. Il y a des joueurs qui sont en développement encore, qui arrivent à se développer pour atteindre la Ligue nationale. Et puis aussi avoir vraiment une équipe compétitive parce que finalement la première ligue aujourd'hui va devenir une deuxième ligue améliorée. Et on a un super mouvement junior avec des juniors élites et des novice top. Et on voulait avoir une équipe dans ce championnat pour intégrer nos jeunes. La question que tout le monde se pose, c'est où va jouer l'équipe ? Alors, toute la semaine, on sera à Lausanne au niveau des entraînements. On jouera à Malais intérieur au niveau des matchs le mercredi. Et le week-end, lorsqu'on jouera à domicile, on jouera à Morges. Comme ça, il y aura à chaque fois, ça sera plus simple pour la logistique, pour les joueurs aussi. Donc, on va fonctionner comme ça, de cette manière-là. Vous ne craignez pas de perdre un peu du monde, je dirais, des supporters morgiens quand vous leur dites qu'il faut venir jusqu'à Lausanne, même si la distance elle n'est pas grande, mais on connaît la mentalité parfois de... Non, moi je pense qu'on va gagner du monde parce qu'on est une équipe cantonale avec un vrai projet de formation. Et on sait que la formation dans le canton de Vaud est un problème. Donc non, nous, on va avoir une équipe compétitive avec des jeunes de la région. Donc je pense qu'on aura plus de monde justement au match. Là, on parle de fusion au niveau de la première équipe. Oui. Est-ce que ça pourrait aller plus loin ? Non, on va garder notre mouvement junior. On a un excellent mouvement junior. Par contre, les joueurs du mouvement junior vont pouvoir intégrer cette première équipe sans changement de licence. Avec la licence A, il n'y aura pas besoin de faire de transfert, etc. Non. Donc ça, c'est une entente avec la Ligue. Donc c'est évidemment le but, c'est de favoriser les jeunes, justement, de leur amener, je dirais, un strapontin supplémentaire pour accéder au hockey professionnel. Exactement. Le but aussi, il y a des raisons financières aussi derrière tout ça. C'est que les premières années, on avait énormément de transferts extérieurs. Donc en masse, ça nous coûtait pas mal d'argent. Là, maintenant, avec notre formation, on arrive à placer des joueurs un petit peu de partout. Donc on est en train d'équilibrer ce budget. Dans quelques années, on sera même en positif. Donc le but, c'est vraiment de faire de la formation, d'alimenter les clubs de la région et puis d'alimenter aussi la Ligue nationale. Et pourquoi pas un jour monter avec notre propre club en Ligue nationale. Merci beaucoup, Laurent Perroton. On vous retrouve, vous également, dans le débat tout à l'heure pour évoquer justement ces fusions et ces rapprochements de clubs, que ce soit au niveau des jeunes, parce que ça se fait déjà beaucoup, mais aussi au niveau des actifs, comme là, on a un exemple concret. Et puis on continue avec le hockey sur glace avec Sébastien Roy, le joueur du HC Lugano, qui était de passage dans la région la semaine dernière. On en a profité pour aller à sa rencontre. Battu en finale du championnat par le CP Berne, l'enfant de Morges prend toujours autant de plaisir à venir dans le coin. Voici l'entretien qu'il nous a accordé. On est en tout cas avec Sébastien Roy, ici à la patinoire de Morges. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette patinoire, finalement ? Beaucoup de choses. C'est là que tout a commencé. Bon, quand j'ai commencé, la patinoire était encore découverte. Donc, j'ai patiné à l'air libre. Et puis maintenant, après, j'ai fait toutes mes classes juniors jusqu'au junior élite. Je les ai fait ici avant de partir pour la Suisse allemande. Vous revenez souvent dans la région. Vous avez un attachement particulier à Morges, sa région, la côte en général? Oui, bien sûr. C'est une région, comme je l'ai dit, j'ai grandi ici. J'ai toute ma famille, mon père, ma mère, mes grands-parents, tout le monde habite ici. Donc j'essaye de revenir assez souvent, même si c'est pas toujours facile à cause du hockey. Maintenant la famille, les enfants qui vont à l'école. Et puis donc on essaie de s'arranger. Puis pendant les vacances, par exemple maintenant après la saison, ça fait plaisir de venir une semaine ici. Bon, Lugano c'est sympa, mais la côte c'est encore plus joli quand même. Non, c'est joli, c'est vraiment, c'est beaucoup plus ouvert que. C'est beaucoup plus ouvert qu'à Lugano. À Lugano, c'est très joli, mais on est entre les montagnes, tandis qu'ici, c'est vraiment l'ouverture sur toute la côte qui est magnifique. Alors, vous profitez de quelques jours de vacances, puisque effectivement la saison a été très longue pour vous. Vous êtes arrivé jusqu'en finale. Est-ce que la déception de la défaite en finale est digérée maintenant? C'est digéré, mais on a toujours un peu le regret de ne pas être allé au bout. Quand on arrive en finale, on veut gagner, soulever la coupe. Et puis, c'est vraiment dommage. Même si on a fait un super parcours tout au long de la saison, on est revenu de nulle part, comme on dit, parce qu'on était au mois d'octobre, je crois, dernier du classement.
on arrive en finale contre Berne. C'est beau, mais on aurait bien voulu aller plus loin. Ça a été justement une drôle de saison pour vous. Comment vous l'avez vécu quand on passe effectivement de la dernière place à la finale du championnat? Bon, c'était mouvementé début de saison avec comme entraîneur Patrick Fischer, où on était dernier du classement justement. Après arrivé Doug Shedan qui a su mettre les éléments au bon endroit et puis donner de confiance à l'équipe. Et puis l'équipe, le groupe, comme je l'ai dit, a pris confiance et est allé jusqu'au bout. C'était une grande différence en fin de championnat. Qu'est-ce que vous faites en fait actuellement? Il y a quelques jours de vacances, évidemment. La saison, elle redémarre quand pour vous concrètement? Le 9 mai. Le 9 mai, on recommence avec les entraînements physiques à Lugano. Tous les joueurs suisses doivent être présents. On s'entraîne tout l'été et on a 2 semaines de vacances encore au mois de juillet. Et puis cette année, sur la glace, ça va être un peu plus tôt parce qu'on a cette Europa League qui commence au mois d'août. Alors ça va faire aussi un long championnat. Vous avez encore quelques années devant vous. Hein. Quel est votre plan? Comment vous voyez la suite de votre carrière? Toujours à Lugano? Moi, j'ai encore une année à Lugano. Après, voilà, je suis en forme, j'ai envie de jouer encore. Mon but, ce serait d'arriver aux 1000 matchs de Liga. Il me faudrait encore une saison de plus ou deux. C'est mon but, dans le sens, tant que je suis en forme et que je peux le faire, j'aimerais jouer. Après, où ça sera, on avisera en temps voulu. L'après-carrière, vous y pensez évidemment déjà, parce que ça se prépare, faut l'anticiper. Oui, c'est clair. Bon, ça fait déjà 4 ans maintenant que pendant toute ma carrière, j'ai fait des cours, je me suis développé sur différents business et différentes choses. Maintenant, ça fait 4 ans que j'ai ouvert mon agence immobilière avec un partenaire de Lausanne, un ancien coéquipier d'équipe. Et puis, j'ai ouvert ça sur Lugano il y a 4 ans et j'ai d'autres business qui sont en cours de route qui ont commencé cet été. Et puis oui, je pense à beaucoup de choses, je fais beaucoup de choses. Il faut pouvoir gérer le tout entre le hockey, la famille et puis les différentes activités hors glace. Mais un retour dans la région justement, une fois que vous aurez arrêté de jouer pour vivre dans la région, vous y pensez? Pourquoi pas, soit quand j'aurai arrêté, peut-être pour jouer. Ça, je ne peux pas. Ce serait sympa de revenir dans la région. Après Lugano, j'ai monté pas mal de choses, comme je l'ai dit avant, à côté de la glace sur Lugano. Donc, ce sera des choix à faire en temps voulu dès la saison prochaine, à la fin de mon contrat. Vous avez pas mal bourlingué en Suisse alémanique. Au Tessin, ça fait quand même un petit moment que vous y êtes. La Suisse romande, vous la connaissez. Vous avez un bagage, rien qu'au niveau linguistique, qui est quand même assez impressionnant, qui est un atout précieux pour vous pour l'avenir. Oui, c'est clair. Déjà maintenant, je vois, je peux parler, je peux discuter avec tout le monde. C'est clair que j'ai appris le suisse allemand. J'ai une femme qui est suisse allemande à la maison, donc ça aide pas mal. Donc français, suisse allemand, italien, anglais. Donc c'est bien. Ça m'aide beaucoup dans la vie de tous les jours, dans le vestiaire, mais aussi hors glace. Merci beaucoup. Puis on vous souhaite évidemment un très bon été, une très bonne préparation. Et puis on vous tient les pouces pour la saison prochaine. Merci, c'est gentil. La saison du BBC Nyon s'est achevée la semaine dernière. Vous l'aurez compris, on parle de basket. Nyon battu en demi-finale des playoffs de Ligue nationale B par Meyrin. Fabrice Ray, l'entraîneur du BBC Nyon, est avec nous. Bienvenue. Merci. Est-ce que la déception, je dirais, de cette élimination, de cette fin de saison est digérée maintenant? Oui, bien sûr, il faut aller de l'avant. On termine quand même une belle saison. Il ne faut pas s'arrêter simplement au titre. Il faut voir plusieurs paramètres. Digérer, oui, maintenant, c'est bon. On pense déjà à la saison suivante, on se prépare. Et il faut quand même prendre les choses positives de cette saison et pas s'arrêter simplement par l'élimination. Oui, à vous entendre, on comprend bien que le bilan global de la saison, il est positif pour vous. Oui, il est positif. Ça faisait pas mal d'années que le club n'était pas allé aussi loin. Qualification en demi-finale. Et on peut voir les suivantes comme positives, se préparer sur de belles saisons.
Ce qui doit vous réjouir, c'est que le public a répondu présent pour ce dernier match. Il y avait 1000 personnes qui étaient présentes dans la salle. Oui. Là, il y a aussi effectivement un motif de satisfaction. Énorme, oui, bien sûr. On dit que c'est notre plus belle victoire cette saison. C'est d'avoir permis au public de vivre des bons moments. On a un public varié entre les anciens qui reviennent, les jeunes, les beaucoup plus jeunes. Donc ça, c'est une belle victoire. On a vu, pas simplement sur le dernier match, on a eu... en tous les gros matchs, passer 1000 personnes au rendez-vous. Là, c'était un mercredi soir, soirée de Champions League. C'est pas évident d'avoir du monde au Rocher. Et vraiment, le public a répondu présent et c'est une grosse satisfaction. Alors, vous planchez déjà évidemment sur la saison prochaine. Avec quelle perspective et puis avec quels objectifs pour le BBC Nyon? C'est sûr que la saison suivante, on la voit comme un enchaînement de cette saison. On a l'impression de ne pas avoir terminé cette saison, surtout que avec les blessures, on est conscient que cette saison aurait pu aller jusqu'en finale avec l'équipe au complet et on a envie de poursuivre la saison prochaine un peu de la même manière avec bien sûr les mêmes objectifs. Alors en Suisse, le basket est plutôt une affaire de latin. Si on regarde en Ligue 1, il y a les Lions à Genève, Lausanne et Meyrin qui se disputent une place en Ligue A. Est-ce que Nyon doit aussi être en Ligue nationale A? Est-ce que Nyon a sa place en Ligue nationale A? Je pense que l'équipe a sa place en Ligue nationale A. Après, il faut prendre le temps de construire quelque chose de sérieux, pas brûler les étapes, mais on doit permettre aux jeunes de s'aguerrir, d'avoir les armes pour aller faire une bonne saison en Liga et pas simplement jouer les derniers rôles. Donc la formation doit être le point d'ordre. Après, se préparer gentiment à accéder à cette Ligue nationale. Le programme pour vous maintenant, pour les joueurs, quelques jours de repos quand même, hein, quelques vacances, mais ça va très vite recommencer, j'imagine, on va dire sérieusement, hein, sans forcément juste aller jouer pour le plaisir. Non, on a tout de suite repris l'entraînement le lendemain de la défaite et on se prépare déjà pour la suivante. Bien sûr, les choses sérieuses, la grosse préparation se fera cet été. Là, on doit juste digérer et prendre du plaisir sur le terrain. Ok, eh bien, passez un bel été, Fabrice Rey, puis on continuera évidemment à suivre les exploits du BBC Nyon la saison prochaine. Bel été à vous. Merci à vous. Et puis avec les beaux jours qui sont de retour, même si parfois il faut le dire vite, c'est aussi la saison de voile qui démarre sur le lac Léman avec en point d'orgue évidemment le traditionnel bol d'or prévu le 11 juin prochain. On fait le point avec Florian Cavalieri qui est allé à la rencontre de Tony Lerche, membre du comité du club nautique de Cran. Si vous étiez les 23 et 24 avril dernier du côté du port de Cran-Près-Séligny, vous avez vu un spectacle incroyable, une nouvelle série qui s'appelle les Flying Phantoms. Et je suis avec Tony Lerche, que l'on connaît plus comme le directeur du Caribana. Mais votre autre hobby, votre autre passion, c'est la voile. Présentez-nous ces nouvelles séries que vous avez amenées à Cran-Près-Séligny. Oui, alors c'est une idée qu'on a eue avec le comité en fait d'organisation parce qu'on sait toujours faire des belles régates de catamaran à Cran. On a fait des championnats d'Europe, des championnats suisses. On organise la Lingy Cup aussi en septembre. Donc on a des fanatiques de kata. Et puis quand on a vu ça arriver dans les journaux, on a dit ça c'est pour nous. C'est un peu plus jeune, plus frais et puis c'est vraiment de la toute grosse technologie quoi. Mais qu'est-ce qui est particulièrement séduisant? C'est le concept, le format, le prix? Expliquez-nous. Alors il y a un peu de tout. C'est un bateau qui est très dur à naviguer, je pense. Ça avait l'air simple, parce que ça c'était les meilleurs équipages pratiquement d'Europe ou du monde. Mais c'est un tout nouveau bateau qui vole en fait. Et comme le rêve de l'homme, ça a toujours été aussi de voler. Les marins, on aime bien aussi des fois voler, puisqu'on va beaucoup plus vite, puis il y a moins de frottement et c'est très très spectaculaire. En plus le prix est assez abordable, entre guillemets, c'est pas donné, mais c'est 40 000 francs, c'est beaucoup moins cher qu'un D35 ou un autre bateau. Et ça va des fois plus vite en fait. Puis on peut dire que c'est aussi l'antichambre des équipages professionnels finalement. Oui, alors apparemment les équipages de la Coupe América ont tous pris 2 ou 3 de ces bateaux pour s'entraîner puisqu'ils volent. Donc maintenant en Coupe América, la nouveauté c'est qu'on vole. Et puis c'est vraiment du catamaran nouvelle génération, quoi. C'est assez incroyable et je trouve que ça ressemble plus à de la Formule 1 presque à de la voile traditionnelle. Et puis pour avoir une belle Formule 1, il faut un beau circuit et il faut dire que le plan d'eau devant Cran-Près-Séligny c'est idéal pour ce genre d'engin. Oui, alors on a déjà beaucoup d'expérience. L'équipe navigante
là avec Olivier Lutti-Gaudin et mon frère, on fait un travail énorme ce week-end. On a vraiment eu un beau vent, on a eu froid, mais beaucoup de vent. Et c'était appréciable. Et puis avec les montagnes, la neige, ça fait même plaisir à des Bretons qui ont apparemment moins froid que nous dans l'eau glacée. Et puis, faut dire aussi que cette nouvelle série, c'est en plein développement. Alors là, le week-end passé, il y avait une demi-douzaine d'équipages. Hein. Il y a 2 équipiers, je crois, sur chaque embarcation. Mais le nombre de bateaux, les carnets sont pleins et bientôt, il y aura un vrai championnat en plusieurs dates, certainement autour du Léman, mais peut-être sur les autres plans suisses d'eau, sur les autres lacs. Voilà, alors exactement là, on était un petit peu précurseurs, donc tout le monde n'était pas prêt, mais ils ont vu comme un entraînement, on a quand même validé les manches, hein, donc ça a le contrat pour le championnat suisse des Flying Phantom, mais on va surtout les voir au Genève-Roll et au Bol d'Or, et ça sera intéressant de voir ces bateaux contre des D35 qui sont l'ancienne génération, 15 ans d'écart, voir s'ils arrivent à régater ou pas contre ces bêtes de course du Léman. Vous pensez que sur la longueur, ça va le faire? Parce qu'on sait que les D35, c'est quand même rodé, ils ont l'habitude, c'est les seigneurs du lac. Est-ce que les Flying Phantom vont pouvoir jouer le rôle d'outsider? Alors je pense que le plan d'eau est trop compliqué au niveau de la navigation, il y aura trop de trous de vent et puis ils n'arriveront pas à voler évidemment entre Genève-Roll ou le Bouvray non-stop parce que j'ai fait plusieurs bols d'or, enfin tous ceux qui ont fait le bol d'or le savent, il y a forcément des endroits moins vantés, moins appropriés avec plus de vagues et c'est plus compliqué pour ce type de bateau. Je pense que c'est plus des bateaux de circuit, de vitesse et de spectacle en fait. Alors justement, ces Flying Phantom, cette série qui s'est déroulée à Cran marquait le début de la saison de voile hein, pour tous les amateurs. Quelles vont être les principales dates pour qui est amateur de voile sur le Léman? Alors dans la région de la côte, ça commence ce soir avec les mardis soirs de Nyon, donc on s'entraîne tous les mardis jusqu'au mois de septembre et c'est la première fois ce soir. Ensuite, on aura l'ouverture du championnat du Petit Lac à Cran, c'est pour des bateaux monocoques, donc il y aura une 50aine de bateaux, c'est au 14 mai. Ensuite, on passera à Genève-Roll, les grandes classiques. Et puis, il y aura le 20 juin, la semaine soir de Nyon, qui est une belle régate aussi tous les soirs, où on voit des beaux bateaux. Et puis, un des musts à Founet, c'est la semaine soir de Founet qui se déroulera, sauf erreur, au mois d'août. Et puis nous à Cran, on vous retrouvera au mois de juillet, alors là plutôt pour du paddle avec la Full Moon classique en fait. Et puis vous-même, vous allez naviguer, vous allez être sur quel bateau? Là, j'ai un bateau, un Lutti, donc je suis très content de ce bateau et on en a plusieurs à Cran, on va bientôt se tirer la bourre, mais le lac était bas cette année avec les problèmes d'année bissextile. Je crois que maintenant les Français ont fermé et nous ont laissé un peu d'eau et le lac monte gentiment, donc on va pouvoir le mettre à l'eau et on se réjouit de faire les régates avec nos amis du lac parce que l'hiver, c'est vrai qu'on est sur les pistes, on se voit moins. Alors vous l'avez dit, les amis du lac, est-ce que les différents clubs autour du Léman travaillent dans la même direction? Est-ce qu'il y a un travail à faire peut-être pour unifier un peu tous ces clubs? Comment ça se passe? Alors, je ne connais pas tous les clubs, en tout cas sur la côte, ça marche super bien. Cran, l'école, vous voyez derrière vous, c'est l'école de voile de Terre-Sainte, donc c'est avec Founet, donc là on est ensemble, il y a une association commune, on a regroupé les ressources financières, les bateaux, les moyens techniques, les entraîneurs. Nyon a un très bon centre, le mardi, l'entraînement, maintenant on fait avec Nyon, Prangin des régates, on change les plans d'eau, on donne des départs à Cran, une fois à Prangin, on essaie de se motiver, après on est toujours assez unis dans le club, mais il n'y a pas beaucoup moins de bagarres entre les gars du club ou contre un Nyonnais, on est sur l'eau, c'est l'eau, chaque bateau est indépendant. Voilà, tout le monde, chacun pour soi et tous pour tous, parce que la voile, quand même, quand il y a quelqu'un qui tombe dans l'eau, tout le monde est là pour le récupérer. Quand même, ça, non, il y a quand même un gros fair play, globalement c'est un sport encore où il y a du fair play, quelque chose de royal dedans. La solidarité. Quand est-ce qu'on verra la prochaine manche des Flying Phantom à Cran? Alors on nous a demandé de refaire une en octobre, on ne sait pas encore si on l'aura ou pas, mais ils ont tellement adoré le plan d'eau, l'organisation. D'ailleurs, je remercie toutes les filles du club qui ont fait un boulot super d'accueil avec les croissants, malgré la météo qui était difficile, mais il y avait du vent. Et le plus important, c'est d'avoir du vent pour ce type de bateau, donc peut-être en octobre on aura une monte. On vous informera en tout cas. On se réjouit d'être en octobre. Tony Lerche, merci beaucoup de nous avoir présenté cette nouvelle série. Vous aimez la compétition, vous aimez le spectacle, c'est le Flying Phantom, votre prochain défi. Mais pour ça, il faut quand même être un expert. Tony Lerche, merci beaucoup de nous avoir présenté cette série. Merci à vous et puis j'espère que ça va faire des adeptes. On vous en parlait la semaine dernière, le 28e triathlon de Nyon aura lieu les 5, 6 et 7 août prochains. Yannick Grivel, président du comité d'organisation de ce triathlon, est avec nous. Bienvenue. Mais il n'y a pas que le triathlon dans l'actualité du Cercle des nageurs de Nyon. Titi Rosé, président d'honneur du CNN, viendra nous en parler également. Bienvenue. Yannick Grivel, on est à 3 mois de l'événement maintenant. Vous êtes serein, tout roule au niveau de l'organisation? Alors oui, c'est vrai que c'était
un gros challenge avec passablement de choses supplémentaires pour cette édition, mais on est prêt, on est dans le planning et puis tout sera prêt cet été. Ce qui est spécial cette année, ce sont ces championnats du monde universitaires. Voilà, exactement. Donc avec à peu près 150 participants d'une trentaine de pays qu'on attend en plus des 2200 populaires et qu'on accueillera à Nyon pour leur proposer de belles courses et faire découvrir la région. Est-ce que ça change quelque chose finalement dans votre organisation que d'accueillir ces mondiaux universitaires? Alors ça change pas mal de choses. C'est vrai qu'on a dû revoir un petit peu le planning global des courses. On doit évidemment prendre en charge les délégations dès leur arrivée à l'aéroport, que ce soit pour les déplacements, les logements, et puis des cérémonies tant d'ouverture que de clôture à organiser. Et ça peut amener alors plus de participants, ça c'est sûr, plus de monde, plus de spectateurs? Alors plus de monde, plus de spectateurs, c'est clair, le triathlon est quand même un sport assez populaire, encore plus une année olympique. On espère évidemment plus de spectateurs, on va aussi créer différentes animations pour arriver à ça et être plus visible dans la région de manière générale, mais pas que lié aux championnats du monde, globalement aussi par rapport aux populaires et à la manifestation. Vous parlez des Jeux olympiques, les dates c'est pendant les Jeux, hein, si je ne me trompe pas. Alors ça tombe le premier week-end des Jeux olympiques. Donc effectivement, c'est une aubaine, je dirais, justement, parce qu'on sera dans l'actualité, on va forcément parler de triathlon olympique en Suisse. Alors, heureusement, le triathlon tombe une dizaine de jours plus tard aux Jeux olympiques, donc ça, c'est bien pour nous. Après, c'est clair, le sport sera au cœur de l'actualité. C'est une aubaine pour nous, parce que justement, les athlètes de haut niveau en triathlon qui n'auront juste pas ou pas réussi à se qualifier aux Jeux auront une compétition internationale, ce qui n'est pas forcément le cas normalement à cette période. Merci Yannick Grivel. Vous suivez évidemment toujours l'actualité du cercle des nageurs, hein, je l'imagine. Titi Rosé, allez, dites-moi, on survole un tout petit peu l'actualité du club. On parle pas seulement de water-polo, par exemple, ces temps. La saison, elle est compliquée hein, pour l'équipe en Ligue nationale B. Oui, c'est vrai que le championnat est relativement très compliqué par rapport au passé, où la saison d'hiver est beaucoup plus importante. Et on arrive donc maintenant la saison d'été, mais je n'imagine pas les joueurs aller faire un match de water-polo cet après-midi à l'ouverture, vu la température. Mais il est vrai qu'actuellement, on se réjouit d'aller jouer à Colovray par beau temps pour espérer d'aller gagner les points qui nous manquent pour rester dans la ligue où on est, pour éviter de descendre d'une ligue. Ouais, l'objectif, c'est le maintien, évidemment. Oui, on y croit. En fait, tout le monde est conscient, surtout que la section du water-polo a le soutien total du comité. Et on espère que les poloistes fassent comme Leicester, c'est-à-dire qu'ils étaient tout en bas puis qu'ils vont finir tout en haut. Effectivement, c'est un bel exemple à suivre dans tous les sports. En natation, motif de satisfaction avec les filles qui ont obtenu leur promotion en Liga? Oui, bien sûr. Le club a pratiquement explosé, disons, dans la qualité suite à l'engagement de 2 entraîneurs professionnels qui s'occupent des filles, qui sont une excellente équipe, qui effectuent un travail assez intéressant et qui est vraiment une belle fleur de propagande pour la natation dans la région de Nyon. On a beaucoup parlé de jeunes sportifs dans cette émission déjà, et en natation, c'est aussi le cas. Hein. C'est vraiment, là encore, un motif de satisfaction pour vous. La relève, elle est là. Oui, c'est clair qu'on travaille qu'avec pratiquement des jeunes, puisque la courbe commence à 3 ans pour certains, puis vous voyez tout de suite qu'à partir de 16 ans, les nageurs ont ras-le-bol des catels ou font autre chose, à moins qu'ils soient dans les plans de futuristes, si j'ose dire, et puis qu'ils continuent avec soit une équipe régionale ou une équipe suisse. Mais on travaille pratiquement que des jeunes. On en a à peu près 1200 par année, donc ce qui fait un joli chiffre et puis quelques soucis d'organisation. Alors, vous êtes venu avec un livre. Alors, il n'est pas tout récent, mais je crois qu'il est encore en quelque sorte d'actualité parce qu'on peut s'y plonger sans trop de problèmes. Le livre qui retraçait le centenaire du centenaire du club. Puis j'ai dit, je vous apporter un bouquin, comme ça, vous allez pouvoir, d'ici la prochaine émission, tout lire ce qu'il y a là-dedans. Puis vous verrez cette histoire qui est assez... On va le montrer, on va le montrer à la caméra, il est là. Puisqu'il faut quand même rappeler que le Cercle des nageurs est un des membres fondateurs de la Fédération suisse, qui, elle, a été créée en 1919. Donc le club existait avant qu'une fédération existe. C'était assez paradoxal, quoi. Alors c'est évidemment un ouvrage ultra complet qui retrace ce siècle d'histoire, mais l'histoire, elle continue. Hein, pour le Cercle des nageurs, il y a je dirais, on est dans cette phase encore où le club il évolue, il progresse, il va de l'avant. Il est vrai que
les systèmes, les pratiques, puis par exemple les normes d'entraînement ont complètement changé par rapport à ce qu'on pourrait suivre dans ce livre, l'évolution est assez fascinante. Voilà, ouvrage ultra complet qui retrace donc cette histoire. Et puis, l'actualité, elle continue évidemment pour le Cercle des nageurs. Merci, Titi Rosé. Avant de vous libérer, Yannick Grivel, on m'a juste soufflé, là, avant l'entretien, que vous alliez quitter le service des manifestations de la ville, c'est juste? Où est-ce qu'on va vous retrouver alors? Alors, on va me retrouver au pompier à Nyon pour m'occuper de la formation. Voilà, vous allez continuer à travailler avec des jeunes mais alors. Oui. Exactement. Eh bien, plein succès à vous pour la suite de votre carrière professionnelle, du coup, mais aussi évidemment pour ce triathlon de Nyon. Le beau temps est enfin parmi nous. On espère qu'il sera évidemment au rendez-vous. Il sera là. Pour ce premier week-end du mois d'août. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci. Et puis, Mats Wilander sera bientôt dans la région, l'ancien numéro 1 en mondial de tennis, vainqueur de 7 titres du Grand Chelem, notamment, disputera à Chavannes-de-Bogie une exhibition. Ce sera le 19 mai, en marge du 10e anniversaire du Tennis Club Jotto. Et les deux fondateurs du club, Jonas Svensson et Tore Meineke, ont accueilli Florian Cavalieri dans leurs installations. Alors je suis dans un lieu bien connu de la côte, du moins de tous les pendulaires qui transitent entre Genève et Nyon ou inversement, puisque je suis au Jotto Tennis en compagnie des deux fondateurs de ce lieu dédié tout au tennis, Tore Meineke et Jonas Svensson. Vous êtes les initiateurs du Jotto Tennis, un club qui est né il y a 10 ans. Quelle était l'idée de base? D'avoir le plaisir au tennis. Le plaisir du tennis, il faut rappeler que vous êtes quand même pas n'importe qui, hein, des anciens joueurs du circuit ATP. Vous êtes allé jusqu'au top 10, vous étiez en dessous des 50 à la 49e place si je m'abuse, et vous avez aligné pas mal de grands noms, hein, on peut le dire. Donnez-moi quelques noms, faites-nous rêver. Ouais, bon, moi j'ai battu notamment Ivan Lendl. Quand il était numéro mondial à Roland-Garros, il n'avait pas perdu sur le terre battue pendant 2 ans. Ça, c'est mon plus grand victoire, on peut dire. Après, j'ai battu Boris Becker aussi en Australian Open pour le Grand Slam. J'ai réussi de battre pas mal d'autres gens aussi. Pete Sampras notamment, Jim Courier, mais jamais Mats Wilander. Oh, voilà, Mats Wilander. Voilà. Tu le fais venir. Tu le fais venir. Voilà. Maintenant, c'est le temps. Et oui, pourquoi? Parce que ici, le 19 mai, on fête les 10 ans du Jotto Tennis et il y aura un grand match qui va vous opposer à Mats Wilander. Un match exhibition, comme on dit. Le but, c'est de faire venir des gens pour participer à cette grande fête du tennis. Expliquez-moi comment vous allez fêter ces 10 ans du Jotto. Ouais, pour nous, la chose qui est magnifique, c'est d'avoir la possibilité d'avoir Mats Wilander qui vient, qui a quand même gagné 7 fois Grand Slam numéro 1 mondial à l'époque, et de faire venir ici et montrer à tout le monde, donner la possibilité à tout le monde de jouer avec lui, parce qu'on a toujours quelques places libres pour qu'il puisse jouer avec lui, et en même temps faire une exhibition, montrer aux jeunes qu'au tennis, il a quand même une histoire derrière, et c'est chouette de voir un grand champion. Il y a énormément de champions sur la côte, mais vous-même, comment vous êtes arrivé ici à Chavannes? Quand j'avais 10 ans, j'ai fait la rencontre de Céline au début, parce qu'on a joué la Suisse contre l'Allemagne. J'étais pour l'Allemagne, elle était pour la Suisse. Et on a joué une contre l'autre. Elle n'a pas joué contre moi, mais contre l'équipe. Ensuite, j'ai rencontré Jonas, champion d'Europe en équipe, l'Allemagne contre la Suède. Et on est restés copains, on est restés ensemble pendant toutes ces années. Et après, on s'est vu à Paris, à Melbourne et ainsi de suite. Et on a on s'aimait bien. Moi, j'aimais bien Jonas beaucoup. Et donc, j'ai demandé de jouer la Bundesliga avec moi à Bamberg. Ensuite, j'ai marié Céline, ici à Genève. Et il y a un club à Genève qui nous a demandé est-ce qu'on connaît quelqu'un qu'on pourrait faire venir un grand joueur pour une école de tennis. J'ai dit oui, c'est clair. Jonas Svensson, évidemment. Donc, on a commencé avec ça et maintenant, on a atterri ici à Chavannes-de-Bogie et on fait notre sauce ici. On fait le mieux qu'on peut pour que plein de gens ont envie de jouer au tennis. Ben voilà, hein, ici au Jotto Tennis, il y a 2 angles, c'est l'amour et l'amitié, c'est ça qui fait vivre ce club. Un club qui a plus de 300 licenciés, hein, maintenant vous donnez des cours.
Au moins 320. Voilà, donc la fête au Johto Tennis, c'est du 18 au 20 mai, avec ce match qui opposera Mats Wilander à la personne qui est à ma gauche. Ça va être quelque chose de complètement phénoménal. Dans cet endroit, comme je le disais, il y a énormément de champions. Pourquoi la côte attire autant les champions de tennis? Je crois qu'il a pas mal de Français qui sont déjà là. On sait pourquoi ils sont là aussi. Pour moi, c'est évident, c'était Torre. C'était Torre et aussi d'avoir la possibilité, parce que je trouve qu'au niveau du travail ici en Suisse, je dis en Suisse, c'est extraordinaire. Je peux faire quelque chose ensemble avec mon meilleur ami, de faire quelque chose bien pour les enfants ici. En Suède, c'était plus difficile de faire ça. C'est un petit peu plus froid peut-être. Ouais. En plus, c'était pas évolué au niveau des privés, parce qu'on est un club privé, etc. C'est différent en Suède. Il n'a pas de place pour ça. Ici, il a une place. Jonas Svensson, Mats Wilander, c'est donc l'affiche du 19 mai. Ça lance un petit peu la saison de tennis, mais ensuite, quelles seront les principales échéances pour qui aime le tennis dans la région? Il y a les interclubs qui commencent le 7 mai. Ensuite, il y a Paris, qu'on aime bien tous. C'est à peu près entre les deux, ça se joue. C'est un petit tournoi, je crois. Ouais, tout petit, ouais. Un tout petit Grand Slam. On l'appelle Roland Garros, mais je vous conseille de regarder parce que vraiment, ce petit tournoi a de l'avenir. Oui, j'ai bien aimé, donc forcément ça a de l'avenir, c'est clair. Et après, progresser au tennis tous les jours parce qu'on aime le tennis, c'est ça le but que j'ai avec le tennis que nous avons à transmettre à nos jeunes, aux adultes, et voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces 3 jours de fête au Johto Tennis? Beau temps. Ça c'est déjà non, c'est beau temps, ça c'est magnifique parce qu'on sait on peut être extérieur, utiliser ce magnifique terrain, terre battue, pour que les gens on peut accueillir plus d'enfants et plus de joueurs ici. J'ai parlé avec Dieu, donc ça devait être réglé. Dieu m'a dit il va faire beau, donc c'est bon. Ben voilà, ici on est en pleine décontraction pour voir ces 3 jours de fête dédiés au tennis. C'est du 18 au 20 mai prochain au Johto Tennis. Vous aurez le choix de jouer contre Mats Wilander, de faire avec ou contre? Avec. Bon, avec Mats Wilander, il y aura aussi une soirée dansante, un repas, des stands, des animations, 3 jours complètement dédiés à la balle jaune et à la raquette. Ça marque le début de la saison de tennis dans la région. Et puis, messieurs, on vous souhaite bonne chance et on se réjouit de vous retrouver dans 10 ans pour les 20 ans du Johto Tennis. Merci beaucoup, merci. D'abord, on va avoir le plaisir et dans 10 ans, on sera là. Merci. Voilà, allez, on fêtera le quart de siècle bientôt. Ouais. Le Tour du Léman en vélo, c'est une routine pour certains, un véritable exploit pour d'autres. La 13e édition du cyclotour du Léman aura lieu le 15 mai. Plus de 3000 cyclistes sont attendus avec 4 itinéraires à choix, dont bien évidemment la Grande Boucle qui fait tout de même 180 km. J'ai eu l'idée de créer le cyclotour du Léman parce que j'avais envie de faire partager 2 passions. Le cyclisme d'abord, et puis ensuite notre belle région. Nous avons en point commun, côté français et côté suisse, le lac Léman. Il était donc tout naturel d'organiser une randonnée cyclosportive entre les 2 pays qui rassemble les gens autour de cette même passion et autour du lac Léman. La particularité du cyclotour du Léman, c'est de pouvoir offrir sur un même parcours plusieurs distances. Le Tour du lac Léman, 180 km pour celles et ceux qui sont des cyclistes avertis, 110 km au départ d'Évian pour celles et ceux qui ont envie de se lancer un beau défi. Et puis pour celles et ceux qui s'essayent un petit peu au cyclisme, eh bien, la possibilité de relier Genève à Lausanne sur une distance de 60 km. La nouveauté 2016, c'est de donner la possibilité à tous ceux et toutes celles qui habitent Genève et les environs de prendre un départ et d'arriver également à Genève, tout en conservant aussi la distance Lausanne-Lausanne. L'avenir du cyclotour du Léman, il passe par une étroite collaboration avec les administrations françaises et suisses. Comme nous le faisons actuellement, nous devons poursuivre sur cette voie
pour être à l'image de ce qui se passe à Londres, une cyclosportive qui prend de l'ampleur. Cette collaboration a permis aux organisateurs de Londres de passer de 3 000 à 5 000, puis 10 000 participants. C'est ce que nous souhaiterions pour le cyclotour du Léman et pourquoi pas organiser dans les années à venir un départ et une arrivée également du côté d'Évian, tout en conservant les distances et les arrivées qui sont proposées actuellement, à savoir Genève-Genève et Lausanne-Lausanne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans un instant, le débat, on va continuer à parler de sport. Et puis, vous pouvez évidemment en tout temps revoir nos différentes émissions sur notre site nrtv.ch ainsi que sur notre page Facebook. Très belle suite de programmes à vous et à très bientôt.